Le 18 février 1938 paraissait dans l'Action française un article de François Vineuil consacré au film Légion d'honneur sous le titre « L'encouragement à la culture du navet, le Grand Prix du cinéma français », texte intégral. Le Grand Prix du cinéma français vient de se discréditer définitivement par son extravagante résolution de mercredi. Convié l'année dernière à siéger dans son jury, je lui ai adressé ce mois-ci ma démission en apprenant le choix paradoxal des 4 films entre lesquels nous serions appelés à nous prononcer. J'accuse de M. Gans, Ce qui se passe de tout commentaire, L'affaire du courrier de Lyon, plate mouture du vieux mélodrame, Ces dames au chapeau vert, autre mouture d'un succès non moins usagé, quoique plus récent, et de la dernière banalité commerciale, malgré le goût de l'auteur, M. Maurice Cloche, qui ne pouvait rien contre son sujet. Enfin, Légion d'honneur, qui va être montré au public cette semaine. Au début de la séance de mercredi, M. Jean Chataignier, avec qui me voici pour une fois d'accord, avait fait la seule proposition raisonnable, qu'aucune récompense ne fût accordée cette année. Mais le jury du prix ne comprenait pas moins d'une 50aine de membres présents, ce qui est évidemment beaucoup trop. Par des artifices de procédure, on a fait repousser à cette assemblée, à une insignifiante majorité, la motion de M. Chataignier. Après une caricature de débat parlementaire, on a décerné le prix à Légion d'honneur par 22 voix contre 17 et de nombreux bulletins blancs. Pour la beauté de la fable, j'aurais aimé que l'on couronnât J'accuse. Nous aurons été privés de cette joie. Un jury médiocre et moutonnier, où quelques esprits distingués sont noyés parmi les vieillards décorés et académiques, et les agents d'affaires plus ou moins douteux, a couronné un film médiocre et niais. Légion d'honneur de M. Glaise contient 600 ou 700 mètres de bons reportages cinématographiques. La randonnée dramatique d'un escadron de méharistes dans l'extrême sud marocain. Le ton en est juste, simple, les détails militaires et africains assez exacts, pour autant qu'il m'ait permis de m'en apercevoir. Le combat découpé d'une façon un peu confuse, mais la photographie inondée d'une belle lumière. Ce chapitre nous fait vivre pendant une demi-heure la vraie vie du soldat du désert. Si l'on avait été capable d'étoffer ce reportage par un scénario strictement militaire, comme dans La patrouille perdue de John Ford, nous aurions pu avoir un bon film, sans grand éclat peut-être, mais digne de notre armée et de notre empire. Hélas, cette rapide promenade en terre d'Afrique n'est qu'un intermède au milieu du plus imbécile des mélos, quelque chose comme un gauche démarquage de M. L'Herbier. L'affiche nous annonce le baroud, l'héroïsme, les grands espaces. Mais voilà que pour commencer, on nous enferme dans une salle de conseil de guerre. M. Jacques Baumer, fagoté dans un uniforme 2 fois trop large pour lui, est en train de juger, avec 3 ou 4 officiers aussi distingués, un jeune lieutenant accusé de s'être tiré une balle dans la main pour ne pas retourner au combat. Le pauvre M. Jean Perrier, qui ne méritait pas un tel affront, vient à la barre, déguisé en général, comme un vieux chien savant, avec une perruque qui se décolle, pour rappeler que ce lieutenant s'est comporté en héros 6 mois auparavant, qu'il a gagné la Légion d'honneur au feu, et que l'accusation dont on veut le flétrir est invraisemblable. L'avocat, M. Pierre Renoir, s'écrie chaleureusement « Vous voyez bien que cet homme a un secret qui nous dépasse tous. » En effet, le lieutenant a bien la mine du porteur de secrets classiques dans ce cinéma-là. C'est-à-dire qu'il semble affecté d'une purge efficace. Si le jury allait au cinéma, s'il connaissait M. Marcel L'Herbier, il comprendrait aussitôt. Mais le jury n'a pas de loisir, il ne comprend rien, et il condamne le lieutenant à la destitution. Le lieutenant va s'engager dans la Légion étrangère. Quelque temps après,
Pour remercier son avocat, il lui écrit son secret, et ce récit nous emmène enfin dans la compagnie des méharistes. Pendant le baroud, le lieutenant, après s'être héroïquement battu, est gravement blessé, et son capitaine, son meilleur ami, tombe aussi en cherchant à le relever. Ils seront sauvés quelques minutes avant l'assaut final des pillards par l'arrivée d'une colonne de renforts. Ce sont d'assez belles images, mais qui nous font redouter le pire pour la suite. Je ne vous ai pas dit, en effet, que M. Charles Vanel était le capitaine. M. Vanel, lorsqu'il est bien employé, est un excellent comédien, mais il est destiné de toute éternité à jouer les cocus. Il fut cocu dans les Croix de bois, dans le grand jeu, dans Troïka, dans l'équipage, et j'en passe. C'est une véritable vocation. Nous savons donc que le lieutenant cocufiera M. Vanel. Mais attention, s'il vous plaît, il faut que les choses se passent dans les règles. Nous allons donc nous enterrer longuement dans la villa camarguaise que me possède M. Vanel, et où il va se reposer de ses blessures avec son compagnon d'armes. M. Vanel est l'époux de Mme Maribel, dont le lieutenant ne remarque pas le moins du monde la stupéfiante vulgarité. Au contraire, leurs âmes délicates s'accordent pudiquement. Ils parlent peinture et poésie. C'est tourtereau, pendant que M. Vanel, qui ne comprend rien au sentiment, court la plaine pour faire marquer son bétail. Le lieutenant, bouleversé, torturé, décide de fuir la tentatrice. Mais elle vient le retrouver nuitamment dans un pavillon isolé. Elle s'accroche à son cou. Bouffre! Le capitaine qui revenait de Camargue a vu la lumière. Et je te défonce la porte à coups de botte de gardien. Et je te décharge mon pistolet sur ce faquin qui vient de filer par la croisée. Une des balles a traversé la main du lieutenant. Il ne peut pas repartir en Afrique. Il ne peut pas dévoiler non plus les motifs de ce drame. Voilà pourquoi il inventera l'histoire de la mutilation volontaire et finira dans la capote d'un soldat de seconde classe. C'est donc cette parodie grand-guignolesque du vaudeville à Tourlourou que l'on a gratifié de la plus importante récompense du cinéma français. Ce prix est distribué par la Société d'encouragement à l'art et à l'industrie. Encouragement, certes, mais à la culture du navet. Au fait, les débats n'étaient-ils pas présidés par M. Chapsal, ministre de l'Agriculture? Il ne faut donc pas s'étonner si le Grand Prix dit du cinéma représente désormais tout ce que l'on veut, hormis le cinéma français. Presque tous les metteurs en scène et critiques qu'ils avaient invités ont décliné l'honneur, et ceux qui ont encore pu siéger mercredi imiteront certainement leurs camarades. La seule excuse que l'on puisse trouver à ce jury hétéroclite, c'est que puisque tous les films français de l'année ayant quelque importance ont été déjà primés comme Le Bœuf Gras, La Grande Illusion, Le Carnet de Bal, La Mort du Cygne, il restait Le Puritain. Il a reçu le prix Deluc, décerné librement par une assemblée de journalistes, et qui va ainsi à une œuvre originale et vigoureuse, mais où l'Irlandais O'Flaherty aurait eu, paraît-il, une part beaucoup plus importante que le jeune auteur français M. Musso. Voici 4 ans à peine que l'on s'est mis à primer les films comme les livres, et déjà la surenchère publicitaire s'en est mêlée. Nous verrons sans doute, avant peu, un prix du film marseillais, un prix du film Montmartrois. Le plus fâcheux est que tout cela contribue encore à égarer davantage le public.